TP, notamment, vous voyez bien que le premier item, c'est le modélé des paysages, analyse de cartes et de documents faisant apparaître un modelé glaciaire. Donc ça, on a déjà fait l'activité puisque c'était une activité sur Géoportail et que je l'ai intégré du coup au premier chapitre. Il y a analyse d'une carte montrant des formations superficielles. Ça, en fait, on l'a déjà fait quand on a fait la cartographie. On avait un peu regardé en fait les formations superficielles fluviatiles qui portaient des noms de F. Hein. Donc ça, je vous renvoie et analyse de formations superficielles justement fluviatiles. Donc ça, je vous renvoie au chapitre sur la cartographie. Et du coup, nous aujourd'hui, on va voir en fait l'étude des roches sédimentaires avec leurs critères d'identification et la relation des conditions de mise en place, calcaire avec classification, grès, argilite, marne, bauxite, conglomérat, alite, gypse et houille. Donc c'est sûr que c'est un petit peu particulier puisque on est à distance et du coup on n'a pas les échantillons. Donc ça veut dire que aujourd'hui on va avoir en fait simplement les principes de cette classification et on va utiliser la classification pour les roches carbonatées avec la classification de Denham qui utilise les lames minces. Par contre, sur les échantillons, il faudra qu'on reprenne ça du coup à la rentrée de septembre, où on fera du coup simplement peut-être une petite heure. Regardez du coup, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 roches sédimentaires du coup à connaître pour le programme. Donc la première diapositive, donc diapositive numéro 2, ça reprend en fait les différents types de roches et on voit à ce moment-là les relations entre ces différents types de roches. Donc, ce qui serait bien en fait sur cette diapositive-là, c'est que vous vous posiez 5 minutes sur cette diapositive-là et la diapositive suivante et que vous vous posiez des questions en vous disant est-ce que je maîtrise bien, est-ce que j'ai bien compris les différents processus et les liens entre ces roches. Alors, dans un chapitre précédent là qu'on a fait pendant le confinement, c'était sur les roches magmatiques. Donc, ça veut dire qu'on était dans cette zone-là. Et effectivement, on partait d'un magma. Hein. Enfin, en tout cas, on obtenait un magma par des processus de fusion. Alors, ce qui pouvait fondre, ça pouvait être des sédiments ou des roches sédimentaires. Ça pouvait être aussi des roches métamorphiques. Ça pouvait être des roches magmatiques. Hein, par la fusion, on obtient du coup un magma. Ce sont des roches fondues. Et enfin, ce magma, il se solidifiait par refroidissement. Et parfois, quand le refroidissement était lent, il cristallisait. Donc là, si on voulait un terme, d'ailleurs, on pourrait critiquer parce qu'ils ont utilisé le mot de cristallisation, et ça concerne que les roches plutoniques. C'est-à-dire que pour les roches volcaniques, la cristallisation n'est que partielle. Hein, il y a une solidification aussi sous forme de verre. Donc là, à partir du magma, en le refroidissement, par une solidification, notamment une cristallisation, je peux obtenir du coup des roches magmatiques, qu'on appelle aussi des roches ignées. Nous, dans le premier chapitre, on a vu ça, c'est-à-dire qu'on a vu qu'une roche préexistante pouvait subir l'altération. Donc, on pouvait partir d'une roche, par exemple, magmatique qui subait l'altération, qui ensuite donnait du coup des produits d'altération qui pouvaient subir du coup l'érosion et subir un transport pour donner des sédiments. Et dans le chapitre 3, on verra à la fin, quand les sédiments s'accumulent, ils finissent par s'enfouir et subissent un processus qu'on appelle la diagénèse qui permet du coup de passer de sédiments meubles, non consolidés, à des roches sédimentaires consolidées, indurées. Alors, ce processus d'altération, érosion, transport, diagénèse, il peut concerner aussi des roches métamorphiques qui vont subir de l'altération, de l'érosion et du transport pour donner des sédiments qui ensuite subiront du coup la diagénèse. Mais ça peut être aussi très bien des roches sédimentaires qui peuvent être à l'affleurement altérées, érodées, donner du coup des sédiments qui seront ensuite qui subiront de nouveau de la diagénèse pour donner d'autres roches sédimentaires. Ce que vous verrez avec Monsieur Cross, c'est la dernière flèche ici, qui est le métamorphisme, et ici, qui permet en fin de compte de passer d'une roche, par exemple une roche sédimentaire ou une roche magmatique, à des roches métamorphiques, qu'on appelle aussi des roches transformées. Ici, sur la diapositive numéro 3, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que là, on détaille un petit peu plus, mais on retrouve en fait les mêmes étapes. Donc là, vous voyez bien que, notamment pour le métamorphisme, on distingue deux types de métamorphisme que vous verrez en SP, le métamorphisme régional et le métamorphisme de contact. On l'a déjà vu, en fait, le métamorphisme de contact avec les plutons.
et l'auréole de métamorphisme qui se formait tout autour. Le métamorphisme régional, vous verrez que ça se passe dans des contextes de collision, hein, et du coup, ça va concerner un beaucoup plus gros volume en fait de roches, hein, qui va être métamorphisé. Donc, pareil, hein, sur diapositive, se poser la question et voir si je comprends bien le lien entre les différentes roches, hein, et les différents processus. Alors, est-ce qu'il y a des questions du coup sur ces deux diapositives, en sachant que celle sur laquelle on travaille pour l'instant au niveau première année, c'est plutôt celle-ci, hein, que la deuxième. Alors, le phénomène sédimentaire, grand 1, identifier et classer les principales roches sédimentaires. Comment reconnaître une roche sédimentaire? Dans une roche sédimentaire, c'est la diapositive numéro 5, on a différents éléments qui la constituent. Ici, je suis en lame mince, donc on a fait en fin de compte une lame mince. Donc en gros, on a pris un échantillon de roche et on l'a poli tellement finement qu'on obtient une tranche de roche de l'ordre de quelques dizaines de micromètres. Et elle est observée du coup au microscope optique. Les roches sédimentaires, elles sont assez compliquées parce qu'elles sont beaucoup plus hétérogènes par leur aspect, hein, par leur mode de formation et par leur origine que les roches par exemple magmatiques. Néanmoins, on trouve différents constituants, hein. On trouve d'abord des grains. Donc, les grains, ils sont représentés ici, hein. Donc là, on a 3 grains, 4 grains même noirs, mais on a aussi des grains blancs. On a des grains qui sont représentés en jaune, jaune foncé, jaune clair, hein. Des grains qui ont des formes un peu spéciales qui rappellent en fait des coquilles, hein. Donc, ce sont des fossiles. Donc, ces grains, en fait, ce sont ce qu'on appelle aussi des éléments figurés, et ce sont en fait ce sont des particules soit d'origine détritique. Alors, par exemple, des morceaux de roches préexistantes ou voire des minéraux, hein, de roches préexistantes qui ont été plus ou moins transformés, hein. Donc, c'est des produits issus en fait de l'altération, puis ensuite de l'érosion, hein. C'est les fameuses particules solides, les sédiments. Donc les sédiments détritiques, c'est-à-dire des détritus, donc des déchets de roches préexistantes. Et puis ça peut être aussi des grains d'origine biologique, comme ici une coquille, hein, ou comme ici encore un morceau de coquille, hein, donc ce seront des sédiments cette fois-ci d'origine biogénique, hein, comme par exemple les fossiles, hein, ou des éléments construits par exemple des bactéries comme les zoolithes. Après, on a aussi une matrice. Donc, cette matrice, elle est représentée ici en marron. En fait, cette matrice, ça correspond en fait aux particules les plus fines, donc en gros aux argiles, hein. C'est ce qu'on appelle aussi la boue, hein. La boue. Et en gros, c'est lors du dépôt, on va déposer les plus gros éléments, et puis entre les plus gros éléments, on va déposer les plus petits éléments, les plus petits sédiments, hein, autrement dit des argiles. Et ça veut dire que cette matrice, cette boue, elle s'est formée au moment du dépôt. Donc on dit qu'elle est le saint dépôt, hein. Elle se dépose en même temps que les autres grains. Ensuite, on a du ciment. Donc là, c'est ce qui a été représenté en jaune. Alors en fait, ce ciment, ce sont des cristaux. Ce sont des cristaux en fait qui vont se former, mais qui vont se former après en fait le dépôt, hein. Donc autrement dit, elles se formeront à partir de la diagénèse, hein, lors de la diagénèse plutôt. Donc on verra ce processus détaillé lors du chapitre 3. Donc là, entre les grains, on va voir apparaître du coup des cristaux. Et c'est ce qu'on appelle un ciment, hein, ou en microscopie, on appellera du coup ça une sparite, alors que la matrice, la boue, sera appelée la micrite. Donc le ciment, hein, il est constitué de minéraux qui vont se former au cours de la diagénèse, et du coup, la diagénèse, c'est après le dépôt. Donc ça veut dire que le ciment, il est formé post-dépôt, hein. Il est pas sain dépôt, hein, comme il s'est pas déposé, il n'est pas formé en même temps que le dépôt des grains et de la matrice. Et enfin, dernièrement, dans les roches sédimentaires, il peut aussi y avoir des anfractuosités, autrement dit des cavités, des micro-cavités qu'on appelle des pores, hein. C'est la porosité, hein, de la roche. Alors, pour distinguer justement une matrice d'un ciment, ça se fait au microscope. Comme la matrice, c'est que des petits minéraux d'argile qui sont les uns à côté des autres, ça donnera quelque chose de très sombre, de très sale, entre guillemets, hein, alors que le ciment, ce sont des grands cristaux
qui se sont formés entre les grains. Et donc, du coup, ça donnera quelque chose de clair, hein, entre guillemets, de propre. Donc, on parlera au microscope, non pas de vraiment, enfin, le terme descriptif qui convient, c'est pas le ciment, mais c'est plutôt la sparite, mais ça veut dire la même chose. Et pour la matrice, la boue, mais tous ces termes sont équivalents. Donc voilà, par exemple, diapositive numéro 6, et ben, quand j'observe du coup ma lame, hein, donc ici, regardez, j'ai des grands cristaux, donc du coup, la lumière va pouvoir bien passer facilement dedans. Hein. Ici, on a la platine, hein, la platine porte-objet. Hein. Ici, on a la lame de roche, hein, avec ici une sparite et ici une micrite. Hein. Donc autrement dit, ici un ciment et ici une matrice, une boue. Et puis, on a la petite lamelle qui recouvre du coup la lame de roche. Hein. Donc ça, c'était pas la platine, j'ai dit n'importe quoi, c'était la lame de verre. Donc lame de verre, la préparation, autrement dit la lame mince de roche, et puis la lamelle. Et on observe, et ici on a l'objectif, et on voit effectivement qu'entre nos grains, ici on a quelque chose de relativement clair, propre, c'est de la sparite, autrement dit du ciment. Et ici on a quelque chose de foncé, de sale, hein, puisque c'est plein de petits éléments qui sont mis côte à côte et qui sont mis aussi les uns sur les autres. Et du coup, c'est la micrite qu'on appelle du coup la matrice. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Alors, comment classer du coup les roches sédimentaires? Les roches sédimentaires sont classées en deux grands groupes. En fait, les deux grands groupes, elles sont ici au niveau de la diapositive 8. Hein, on va avoir les roches détritiques. Donc, ça veut dire que ce sont des roches qui sont formées de morceaux en fait de roches préexistantes. Donc, il faut imaginer que sur un continent, par exemple, il y a un granit et que ce granit subit l'altération et il va donner des morceaux qui vont pouvoir être emborqués. Alors, ça peut être des gros morceaux, comme par exemple ici des gros galets, hein, qui ont donné ces espèces de gros galets, mais ça peut être des plus petits morceaux, hein, par exemple des grains de sable ou des argiles, hein, qui donneront du coup la matrice. Donc ici, on a ce qu'on appelle un pudding, donc on verra tout à l'heure ce que c'est, hein, avec des gros éléments. Hein, et entre les gros aimants, une matrice qui correspond du coup à de la boue, hein, qui s'est déposée entre les gros éléments. Donc ça, c'est une roche détritique. Cette roche détritique, ça veut dire qu'elle est formée de sédiments qui sont issus de roches préexistantes, hein, qui peuvent être soit magmatiques comme le granit, mais ça pourrait être aussi très bien des roches métamorphiques, des morceaux de roches métamorphiques. Hein, par exemple, ici, ça peut être très bien un schiste, hein, ou même de roches sédimentaires. L'autre catégorie, ce sont les roches biogènes ou les roches physico-chimiques. Ces roches, elles ne sont pas formées à partir de sédiments de roches préexistantes. En fait, elles résultent d'équilibres chimiques, de précipitation et de dissolution. En fait, c'est tout simplement, on va partir des ions, hein, qu'on a mis en solution par l'altération, et ces ions, on va les faire précipiter. Donc cette précipitation, ça peut être simplement un processus physico-chimique, comme par exemple dans le cadre d'une stalagmite ou d'une stalactite, mais ça peut être aussi un processus biologique, hein, c'est-à-dire un organisme qui va se servir du Ca2+ et du CO3- pour construire par exemple une coquille, et une fois que cet organisme va mourir, cette coquille va tomber au fond et va constituer du coup un sédiment. Mais ce sédiment, avant, c'était des ions en solution qui ont été précipités, hein, par l'organisme, par exemple par le mollusque, qui est au moment de la construction en fait et de la croissance de sa coquille. Donc dans ces roches biogènes ou physico-chimiques, on va trouver notamment les roches carbonatées, mais on verra aussi les roches siliceuses, les roches carbonées et les roches évaporitiques. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces deux types de roches? Donc des roches d'un côté détritiques et de l'autre des roches biogéniques qu'on appelle aussi des roches physico-chimiques. Alors, la classification du coup des roches détritiques, elle est basée sur la granulométrie. Alors, en gros, on va s'intéresser aux tailles des grains. Hein. Donc ici, en fait, vous avez les limites de la définition de différentes tailles de grains. Hein, quand le grain fait moins de 4 micromètres, on appelle ça une argile. Hein. Quand le diamètre de ce grain fait entre 4 et 62,5 micromètres, c'est un silt.
jusqu'à ensuite de 62,5 à 2 mm, c'est un sable. Et puis ensuite, de 2 mm à 256 mm, c'est un galet. On peut aussi appeler d'un gravier. Donc le galet, il sera rond, le gravier, il sera anguleux. Et enfin, au-dessus de 256 mm, c'est un bloc. Donc en fait, ça, ces définitions, ces limites, donc 4 micromètres, 62,5 micromètres, 2 mm et 256 mm, il faut les connaître et il faut connaître du coup les différentes classes. Donc du coup, ce sable, s'il s'accumule, ça donne un tas de sable entre guillemets, et comme par exemple au niveau de la plage, et ça donne le nom d'une roche, mais d'une roche qui est meuble. Donc le sable littoral, c'est une roche sédimentaire meuble, non cohérente. Mais on pourrait avoir aussi des galets, par exemple des galets au fond dans le lit d'une rivière, qui vont former aussi une roche meuble, ou alors des éléments, si on se place par exemple au niveau d'un pied de falaise, on va trouver des éboulis ou des écroulements, et on va trouver des blocs. Ce sera aussi le nom d'une roche sédimentaire meuble. Et enfin, si je me place par exemple au niveau d'une plaine d'inondation d'un fleuve, je vais trouver par exemple des argiles ou des siltes. Donc c'est ça encore de nom de roche meuble. Donc cette première colonne, c'est à la fois le nom du sédiment, mais aussi de la roche meuble constituée de l'accumulation de ce sédiment. Si ce sédiment, il se consolide, autrement dit, il devient dur, c'est-à-dire que, en gros, entre les éléments, il apparaît un ciment qui va justement les consolider, les indurer, et les argiles prennent le nom à ce moment-là d'argilite au sens large. Les siltes de siltite au sens large, les sables de grès au sens large. Et l'accumulation de blocs et de galets ou de graviers va donner ce qu'on appelle les conglomérats. Alors, si les grains sont arrondis, on parlera de conglomérats de type poudingue, et si les grains sont anguleux, on parlera de conglomérats de type brèche. Donc, si je reviens ici, vous voyez bien que mes éléments, ils sont globalement plutôt un peu émoussés. On voit bien que il y en a quand même quelques-uns ici qui sont un peu anguleux, mais globalement, c'est plutôt rond. C'est plutôt, et bien évidemment, vous n'avez pas d'échelle, mais là, ça mesure plus de 2 mm, donc on est au-dessus des sables. Donc là, on a une accumulation en fait de galets. On peut pas dire que c'est quand même pas des blocs, parce qu'il n'y a pas de choses qui font plus de 25 cm. Donc ici, on a affaire justement à un poudingue, même plus exactement à un micro-poudingue si on était plus rigoureux. Donc ici, la classification. Et puis, dernière chose que j'ai oublié, en fait, on va arranger ça en différentes catégories. Donc, les roches sédimentaires meubles comme les siltes ou les argiles, ou les roches ou leur équivalent consolidé comme les siltites ou les argilites, ça fait partie de la classe des lutites. Par contre, les sables et leur équivalent consolidé qu'on appelle les grès, font partie du groupe des affins, les galets, les graviers, les blocs et les conglomérats de type poudingue ou brèche ou micro-poudingue ou micro-brèche, selon qu'ils sont constitués en fait de blocs. On parlera de poudingue et de brèche. Et ici, s'ils sont galets ou graviers, ce seront des micro-poudingues et des micro-brèches. Donc ici, quand j'ai mis un poudingue de Montfort, j'aurais dû mettre même un micro-poudingue plutôt. Et ça s'appelle la classe des rutites. Donc ça, c'est la classification en fait des roches sédimentaires détritiques. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ces sédiments détritiques qui proviennent de roches préexistantes, ils peuvent être soit d'origine terrigène, c'est la plupart des cas. Donc dans ce cas-là, c'est bien des morceaux de roches qui ont été arrachés à des terres émergées qui subissent de l'altération puis de l'érosion. Mais il y a aussi les roches détritiques pyroclastiques. Ça, on les avait vues en fait aussi dans le chapitre du magmatisme. C'était en fait les débris qui étaient projetés, donc des roches fragmentées, pulvérisées par des volcans explosifs. Et donc, si la roche elle est issue de l'accumulation en fait de lapilli, qui sont les morceaux qui sont compris entre 2 et 64 mm, ça donnera des tufs. Si par contre c'est l'accumulation des particules les plus fines qu'on appelle des cendres, en dessous de 2 mm, ça donnera des cinérites, du coup des roches sédimentaires de type cinérite.
Donc voilà la classification organisée sous forme basée essentiellement sur la taille des grains. Ce que je vais faire, si j'ai le temps aujourd'hui, je vais essayer de vous faire quelques diapositives avec des photos de roches pour que vous vous entraîniez du coup sur cette classification, à savoir les classer. Est-ce que on a affaire à des rudites, des arénites ou d'une lutite, et si c'est consolidé ou pas, et du coup déterminer le nom en fait de plusieurs roches que je vous aurais mis en photo. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors, on passe du coup à la deuxième catégorie de roches. Donc, on va passer cette fois-ci dans des roches de type biogénique et on va s'intéresser plus particulièrement aux roches carbonatées. À côté de ça, on aurait par exemple les roches aussi siliceuses, les évaporites, qu'on verra plus tard, et les roches carbonées. Alors, dans ces roches, on va trouver notamment parfois des structures caractéristiques qu'on appelle des oolithes. Donc ça, il faut savoir ce que c'est. Donc un oolithe, c'est un grain qui est constitué d'un nucléus, donc il est au centre. Donc là, vous avez une échelle. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir mesurer, qui sera de l'ordre du millimètre, voire de plusieurs millimètres. Parfois, les oolithes vont jusqu'à des choses plus grosses. Ont un diamètre centimétrique. Donc, ce sont des grains qui sont constitués d'un nucléus. Alors, souvent, c'est un fragment de coquille ou un grain de sable et autour duquel, en fait, on a précipité des couches successives de calcite ou d'aragonite, donc autrement dit, des minéraux carbonatés, de formule CaCO3, du carbonate de calcium, et qui vont former du coup un cortex. Un cortex cortical, c'est autour, c'est la périphérie, et le cortex du coup va montrer une lamination, des lamines successives dues justement à ces phases de précipitation. Alors le milieu de dépôt, ce sont des précipitations que l'on considérait autrefois comme purement chimiques, et maintenant on pense que en fait des bactéries interviendraient aussi lors de cette précipitation, qu'autour de ces grains on aurait un voile bactérien qui favoriserait du coup la précipitation de ces carbonates, de ces minéraux carbonatés. Par contre, ils sont caractéristiques de milieux très agités et de très faible profondeur. Des oolithes, ils s'en forment par exemple sur les plages du Bahamas actuellement. Donc, c'est des milieux qui sont très proches qui sont au niveau du rivage, et donc les vagues secouent, brassent du coup le milieu. C'est un milieu agité et les eaux chargées en calcium et en CaCO3 en CO3 excusez-moi, et HCO3- vont précipiter, ces deux espèces vont précipiter sous la forme de carbonate de calcium, formant du coup ces lamines de carbonaté. Alors la classification de Dunham, en fait, c'est une classification qu'il faut maîtriser. Donc elle va se faire, en fait, elle va s'appliquer. Il va falloir forcément observer des lames minces. Et un des premiers critères, c'est de regarder si, quand je regarde les grains dans ma lame, est-ce que mes grains, est-ce qu'il y a au moins 10% de grains de taille supérieure à 2 mm. Donc, à ce moment-là, on rentre dans la classification. Alors, dans cette classification, on va avoir un premier type en fait de calcaire. C'est un calcaire en fait où en fait, on a des gros cristaux en fait de minéraux carbonatés. Et en fait, il s'agit d'une texture sédimentaire non reconnaissable, et c'est ce qu'on appelle le calcaire cristallin. Bon, ça, de toute façon, vous le rencontrerez pas, donc on peut le laisser de côté. Ensuite, il y a un autre type que je vais laisser de côté, vite fait, c'est des calcaires qui sont bioconstruits. C'est ce qu'on va appeler des calcaires de type Bonestone. Ces calcaires, en fin de compte, ils vont être construits par des éléments, par des organismes qui vont faire précipiter du coup le Ca2+ et le HCO3- sous forme de carbonate. Et c'est donc du coup là les grains, ils sont liés directement au dépôt. Lors du dépôt, ils sont indurés, et du coup ça nous donne différents types selon l'organisation de la bioconstruction
construction, un Framenstone, Blindstone, Bafflestone. Bon, tout ça, c'est pour information. De toute façon, c'est pas ça, c'est pas sur ça que vous serez interrogé. Vous serez interrogé en fait sur ces quatre-là: Mundstone, Wackestone, Paxstone et Grindstone. Alors, comment on travaille là-dessus? En fait, déjà, il y en a un qu'on peut mettre de côté, c'est Grindstone. Tout simplement, on voit qu'on a des grains ici qui sont présents au niveau de la lame mince, et qui d'ailleurs se touchent. Et entre ces grains, il n'y a que de l'asparite, que du ciment. Donc, nos grains, en fait, sont liés au cours, ne présentent pas en fait de boue. C'est-à-dire qu'en gros, on a déposé que les grains, les plus gros grains. On n'a pas pu déposer les plus petits grains, autrement dit, ce qui correspondrait à la boue, aux argiles. Et une fois qu'on a été dans la diagénèse, donc après le dépôt, on a cristallisé en fait des minéraux de carbonate de calcium entre les grains, et on a formé en fait un ciment. On a cimenté en fait les grains. On a formé une sparite. Et du coup, ça nous donne un type grindstone. Donc, ce qu'ils ont appelé les corpuscules, en fait, c'est ce qu'on appelle nous les grains. Les grains ici sont jointifs et contiennent et sont liés entre eux uniquement par un ciment. Donc, c'est ce qu'on appelle le grindstone. Alors ça nous permet de raconter une histoire. C'est que forcément, si lors du dépôt, je n'ai pas déposé les argiles et les siltes, c'est-à-dire les sédiments les plus fins, c'est que mon milieu il était quand même relativement agité. Sinon, ça veut dire que c'était pas un milieu calme. Sinon, j'aurais eu la présence de ces boues et de cette argile, des argiles et des siltes, autrement dit, de cette boue. Donc voilà, donc ça me traduit l'idée que c'est un environnement agité. Donc si je veux un environnement agité, il faut que je fasse appel, par exemple, à une plage où il y a des vagues constamment qui va brasser les éléments, qui vont embarquer du coup les éléments les plus fins. On pourrait imaginer aussi un lit de rivière, par exemple, où on a un courant fluviatile qui va embarquer, pareil, les éléments les plus fins. À côté de ça, on a trois autres groupes où là, cette fois-ci, on a une partie marron, c'est-à-dire qu'on a la présence d'une boue, donc d'une micrite et d'une matrice. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, mon milieu il a été forcément plus calme pour pouvoir déposer du coup ces particules les plus fines, les argiles. Là, cette fois-ci, on va distinguer un type, et on va mettre d'un côté 1 et de l'autre côté 2. Ici, en fait, on va mettre un groupe d'un côté, c'est qu'on voit en fin de compte que nos grains, ils sont comme dans le grindstone, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment jointifs, ils se touchent quasiment tous les uns vis-à-vis des autres. Ça veut dire qu'en fait, on a une grosse proportion de grains, et que entre, on a déposé des argiles et des siltes, donc la boue, qui représente un volume, mais pas un volume très dominant, entre guillemets. Donc ici, on a des corpuscules, des grains qui sont jointifs avec la présence d'une matrice. Donc c'est à peu près l'équivalent d'un grindstone, mais on remplace le ciment par la matrice. Et on va appeler ça le groupe la roche est appelée Paxstone. De l'autre côté, les deux autres, eux, on voit bien que les grains ne sont pas jointifs. Ils ne se touchent pas. Et la différence entre les deux, alors entre le reste, c'est essentiellement de la boue. Peut-être qu'il y a un tout petit peu de ciment autour là qu'on voit, mais c'est quand même essentiellement de la boue. Et par contre, la différence, c'est que là, les grains représentent quand même plus de 10%, alors qu'ici, les grains font moins de 10% du volume de la roche. Et du coup, on a le mudstone. Mud, en fait, c'est la boue, et waxstone, si on est à plus de 10%. Et puis, si les grains se touchent, on passe dans le série Paxstone. Alors, ce que j'ai oublié de dire, donc ça, c'était la classification si justement j'avais s'il y a au moins 10% des grains qui ont une taille supérieure à 2 mm. Si au contraire, plus de 10% des grains ont une taille supérieure à 10 mm,
eh ben, on va parler de rudstone et de floodstone, hein, qui sont, si les grains sont jointifs ou si les grains sont non jointifs. En fait, c'est l'équivalent de waxstone et de packenstone, un de ces deux-là. Hein, donc, en gros, mais là, avec des grains qui feraient, où il y a moins de 10% des grains qui ont plus de 2 mm. Donc, en gros, c'est des roches qui ont un aspect beaucoup plus de boue, hein, enfin, en tout cas de particules fines. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette classification de Dunham? Oui. Oui. Moi, je voulais vous demander, parce que je ne comprends pas très bien comment, et pour les greenstone, comment les grains ils peuvent être jointifs dans une eau qui est agitée. Tu prends par exemple ta plage. Quand tu marches dans l'eau, sous tes pieds, tu as du sable. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, en gros, tu as des grains de sable qui sont à touche-touche, qui sont jointifs. Par contre, ton sable, il a été trié, c'est-à-dire, en gros, enfin, tes sédiments, ils ont été triés. C'est-à-dire que ta rivière qui est à côté, elle n'a pas apporté que du sable, elle a apporté aussi des argiles, elle a apporté des siltes, donc des particules qui font moins de 2 mm, hein, pour les siltes, voire même moins de 4 micromètres, moins de 4 micromètres pour les argiles, moins de 62,5 micromètres pour les siltes. Et en fait, ces particules, si tu les as pas sous tes pieds, c'est que elles ont été embarquées, c'est-à-dire que le milieu était trop agité pour qu'elles se déposent, mais par contre, les particules plus grosses comme le sable ont pu se déposer. D'accord? Et donc, du coup, si tu marches, par exemple, euh, sur, par exemple, une plage, et tu marches sur un tas de sable, autrement dit, des grains de sable qui sont à touche-touche les uns des autres. Et si ce sable s'accumule, à la fin, il va subir en temps enfoui la diagénèse et va se former, par exemple, des minéraux carbonatés entre ces grains de sable. Et ça va nous donner, du coup, un grindstone. Hein, tout simplement, le milieu est agité, trop agité pour que les particules les plus fines se déposent, comme les siltes et les argiles, mais permet quand même, mais pas avec une agitation exceptionnelle pour ne pas avoir de dépôt du coup de sable. D'accord? Je peux prendre un autre exemple. Si je prends la Méditerranée, il y a souvent des plages, ou alors même ailleurs, il y a des plages de galets. Là, c'est des plages qui sont encore plus agitées, qui ne permettent pas de déposer les argiles, les siltes, mais non plus les sables. Donc, on n'aura que les galets. Hein, et ça nous donne des plages à galets. Donc, en gros, c'est toute une question, si tu veux, d'agitation. Hein. Donc, un grindstone, c'est caractéristique d'un milieu qui est relativement agité. J'ai pas dit exceptionnel, enfin, j'ai pas dit très 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 agité, hein, mais c'est un milieu qui est agité de manière à ne pas pouvoir déposer les argiles et les siltes. S'ils se déposent, dès aussitôt qu'une vague arrive, ils sont embarqués au large. Et oui, ils vont se déposer dans un milieu beaucoup plus calme. Hein. Donc voilà. Donc en gros, tu prends l'exemple de la plage, tu te retrouves avec des grains qui sont les uns à côté des autres, jointifs, et entre ces grains, il y a des espaces, hein, qui ne contiennent pas des argiles ou des siltes, tout simplement parce que ces argiles et ces siltes, ils ne peuvent pas se déposer puisque le milieu est constamment agité. Et puis quand ils seront enfouis, ces grains vont ensuite se cimenter, hein, avec la cristallisation de minéraux entre ces grains, hein, et ça donnera du coup le ciment, hein, la sparite. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Lucie? Oui, parfait. Merci beaucoup. Très bien. Alors, on va du coup corriger du coup les lames minces. Donc la première lame mince que vous aviez, donc là j'ai affiché du coup les corrections. Mais si on faisait du coup la diagnose, hein, la diagnose, je vous rappelle, c'est il faut donner ses arguments, hein, pour donner du coup, pour légender et pour déterminer quelque chose, pour identifier quelque chose. Donc ici, je suis en lame mince, vous voyez bien que j'obtiens des sections qui sont, alors c'est pas tout à fait des ronds, hein, on a quelques ronds, hein, mais la plupart du temps c'est des ovales. Donc en 3 dimensions, on pourrait imaginer, soit ce sont des cylindres. Hein, bon, oui, c'est vrai que ça pourrait être des cylindres, mais on peut imaginer aussi très facilement que ce sont des choses qui sont sphériques. Hein, et puis surtout, vous voyez bien que on a la présence de couches, hein,
de lamines qui s'organisent un petit peu autour d'un centre. Donc, on a des espèces de couches concentriques. Donc là, eh ben, on reconnaît des zoolithes. Donc voilà, donc si j'avais une diagnose à faire, ben, je vois que j'ai des grains qui sont de l'ordre du millimètre, voire un tout petit peu moins du millimètre, sous forme de sections du coup un peu ovales. Donc on peut penser que en 3D, ça ferait des formes un peu sphériques, un peu, on pourrait dire des ellipsoïdes, des sphéroïdes entre guillemets, et avec une organisation un peu en lamelles, une lamination, et ben, ces grains, ce sont des zoolithes. Si je regarde entre ces zoolithes, bah, vous voyez bien que mes zoolithes, ils se touchent quasiment. Vous voyez bien qu'il y a très très peu d'espace entre eux. Ils sont assez nombreux. Et que du coup, on a effectivement des grains qui sont jointifs. Entre ces zoolithes, eh ben, vous avez en fait des zones qui apparaissent très claires. En fait, des zones qui apparaissent entre guillemets très propres. Il s'agit en fait de sparite, autrement dit d'un ciment qui est beaucoup plus abondant. Vous voyez bien que des zones où on a qui sont plus sales, qui apparaissent plus noires, là ici, et ben là c'est de la boue, c'est de la matrice, c'est plus exactement de la micrite. Donc il faut imaginer un milieu où on va déposer en fait les zoolithes, on va déposer un tout petit peu d'argile et de silt, des petites particules plus fines, mais très très peu. On va laisser quand même globalement des espaces entre les zoolithes. Et lors de la diagénèse, au cours de l'enfouissement, eh ben, on a un ciment qui va apparaître. Donc, si je reviens à ma classification, eh ben, déjà, le premier des arguments, c'est de dire, alors c'est pas tout à fait vrai là, si j'étais rigoureux, mais c'est de dire que globalement mes grains, ils vont être oui, on a moins de 10%. Il y a moins de 10% de grains qui font 2 mm, c'est d'ailleurs la vérité. Là, je vois sur ma lame, j'ai aucun grain qui fait plus de 2 mm. Donc, du coup, je rentre dans la classification, dans cette classification ici. Et ben, je vois que je me retrouve en fait dans une classification où je peux pas dire qu'il n'y a pas de boue, il y a de la boue. Par contre, c'est une boue qui par contre, j'ai des grains qui sont à touche-touche, qui sont jointifs. Donc, du coup, je suis bien dans un packstone à oolite. Le deuxième à côté, ben là, vous voyez bien que je retrouve pareil des grains avec de nouveau, je ne vais pas refaire la démonstration, mais qui ont une forme, qui ont une section sphérique. Donc, en 3 dimensions, on peut imaginer que ça forme des sphères, une section circulaire plutôt. Et du coup, en 3 dimensions, ça forme des sphères avec justement une lamination. Donc, on a affaire du coup à des zoolithes. Et entre les grains, ben là, vous voyez bien que tout à l'heure, on observait des choses qui étaient un peu sales. On observait de la micrite. Là, il y a 0 micrite, c'est-à-dire on n'a pas du tout de boue. Donc, si on n'a pas de boue, et que d'ailleurs mes grains sont d'ailleurs aussi jointifs, eh ben, on a affaire du coup, mais par contre, c'est le critère, c'est si on n'a pas de boue carbonatée, et ben, ça veut dire qu'on a affaire à un grindstone. Et du coup, c'est un grindstone à oolite. Alors, des deux là, question, quel est le milieu qui est le plus agité? Est-ce que lors du dépôt de ces oolithes, les oolithes, les oolithes A et les oolithes de la lame B, quel est le milieu qui a été le plus agité? Celui du Pakenstone parce que les grains sont plus petits. Non, alors c'est pas l'argument. Donc oui, je suis d'accord pour de dire, c'est Clotilde, j'ai cru reconnaître. Je suis d'accord pour dire effectivement que c'est le Pakenstone, autrement dit la lame 1, qui a un milieu. Ah, t'as dit plus agité ou moins agité, Clotilde? Oui. J'ai pas entendu, Clotilde. Plus agité. Bah non, alors, c'est tout faux. C'est moins agité. Alors pourquoi, sur quel argument, pourquoi je peux dire que c'est la lame A qui est le milieu le moins agité des deux lors du dépôt. Quand les oolithes se sont déposés, eh ben, c'est le milieu A qui était le moins agité par rapport au milieu B. Sur quel argument? Parce qu'il y a présence de boue. Ben oui, il y a la présence de boue. Donc si tu veux déposer même en petite quantité
quelques argiles, quelques siltes, bah, il faut forcément que le milieu, en tout cas par moment, il soit un peu moins agité, un peu moins brassé que le milieu B où il y a 0 boue. L'argument sur les zoolites, il ne tient pas tout à fait parce que si tu regardes la taille, bah oui, c'est vrai que là, on a des grosses oolites, mais on en a aussi des plus petites qui sont même plus petites que les autres là. Donc du coup, c'est pas sur ça qu'il faut discuter. Ce sur quoi il faut discuter, c'est la présence de boue. Donc là, on a la présence d'un peu de boue. Donc forcément, le milieu il est moins agité que Grandstone, où là, il n'y a pas du tout de boue. Deuxième série de lames. Donc ici, bah, on a une lame ici, une lame où on a très très peu de grains. On les voit ici. Alors, ils sont tout petits en plus, on voit bien, hein, ils font moins d'un dixième de millimètre. C'est vraiment de tout petits grains. Ils sont très rares et ils sont pas du tout jointifs. Ils se touchent pas les uns des autres. Tout le reste, eh ben, c'est cette espèce de fond un peu sale. Donc, autrement dit, c'est de la boue, de la matrice qu'on appelle aussi de la micrite. Hein. Tout ça, ça veut dire la même chose. Et puis, vous avez une zone un peu particulière, hein, ici, qui a un aspect plus clair. En fait, il s'agit d'un ancien terrier. Hein, c'est-à-dire, il faut imaginer que dans cette boue, eh ben, il y avait, par exemple, je sais pas quoi, un mollusque, un ver, en tout cas un organisme fouisseur, c'est-à-dire un organisme qui vit en creusant dans la boue un tunnel. Et donc du coup, il a creusé ce ver, ce mollusque ou toute autre chose, j'en sais rien, a creusé du coup un tunnel et ça a créé du coup un pore, hein, une cavité. Et lors de la diagénèse, eh ben, cette cavité, elle s'est remplie par la cristallisation de cristaux, alors qu'ils restent quand même globalement petits. Donc, à mon avis, il y a du ciment et sûrement aussi un peu de boue, hein, un peu un mélange des deux. Et, en fin de compte, cette bioturbation, hein, bioturbation, ça veut dire une perturbation liée à la biologie, et ben, elle a créé du coup ce qu'on appelle une microsparite. Hein. Donc en gros, un terrier dans lequel on a eu des particules de boue qui ont été un petit peu plus espacées et qui ont donné des espaces dans lesquels est venu cristalliser du coup du carbonate, hein, donc un petit ciment, hein, donc une microsparite. Bon, ça c'était de toute façon quelque chose d'un peu, je crois que je vous l'avais légendé, donc c'est quelque chose d'un peu particulier dans la roche, mais globalement, bah, si on reprend notre classification, on voit bien, bon là il n'y a pas de souci, hein, vu la taille des grains, on est bien il n'y a pas du tout plus de 10% des grains qui font 2 mm, hein. On est 10% de la roche qui est formée de grains de plus de 2 mm. Là, on est largement moins. Hein. Il n'y a aucun grain qui fait plus de 2 mm. Ils sont tout petits. Et on voit bien que nos grains, bah, ils font beaucoup moins que 10% de la totalité de la roche. Donc, autrement dit, on est bien dans un mudstone. Hein. On est bien dans ce type-là. De l'autre côté, bah ici, j'ai des grains que je vois mieux, hein, ici. Alors, vous voyez bien qu'ils sont un peu sous forme de allongés. Hein. D'ailleurs, on voit bien qu'ils forment des vagues par moment, hein, qui a un petit peu un aspect un peu géométrique des choses. En fait, il s'agit de coquilles. Hein. Donc ici, ce sont des coquilles, des morceaux de coquilles sûrement, hein, des coquilles sûrement un peu cassées, qui font de l'ordre du millimètre parfois, moins du millimètre d'autres fois. Ils sont présents et là, si je les réunis, alors parfois, regardez, il y en a même de taille relativement importante. Si je les réunis, bah, ils vont représenter plus de 10% du volume de ma roche. Néanmoins, ils sont pas jointifs. Ils sont pas jointifs. Donc du coup, et entre, eh ben, on a une boue, un fond un peu noir, hein, donc de la micrite. Alors, au passage, vous avez mis, et vous voyez bien que là, les morceaux de coquille, bah, ils ont une orientation un peu bizarre, qui n'a pas l'air d'être liée au hasard, de façon
désordonné, on voit bien qu'il s'organise un peu tout autour d'une sorte de cavité qui aurait été ici. En fait, il s'agit encore de nouveau d'un terrier, c'est-à-dire là, il y a eu un ver qui est passé ici et qui a creusé du coup un tunnel, alors un ver ou un mollusque, j'en sais rien, et en creusant du coup ce tunnel, il a réorienté, il a modifié l'orientation des petits morceaux de coquille qui étaient dans la boue, et du coup, on a la trace du coup de ce terrier. Alors, si j'applique la classification de Denham, en fait, je vois que je suis effectivement toujours ici dans une roche qui contient moins de 10% d'éléments qui feraient plus de 2 mm. D'ailleurs, sur ma lame, là, j'en voyais aucun. J'ai des éléments qui sont non jointifs et j'ai et j'ai de la boue entre les deux. Du coup, je suis en série Wackenstone. Voilà. Alors, si je compare les deux, ces deux séries-là, donc Munstone et Wackenstone, donc tous les deux ici à coquille, j'aurais pu préciser, à coquille, à débris de coquille, et avec des terriers dans les deux cas. Et ici, du coup, mésoolithe. Alors, est-ce que ma diapositive, alors ça, je suis le diapositive 16, et la diapositive 17, quel est le milieu qui serait le moins agité, quels seraient les dépôts qui correspondraient à un milieu de dépôt, à un milieu de sédimentation les moins agités, le moins agité? Est-ce que c'est ce milieu-là qui serait donc les Mudstone, Wackenstone qui seraient les moins agités, ou est-ce que c'est Packenstone ou Grandstone? Moins agité, c'est Mudstone et Wackenstone. Bah oui, on voit bien que là, on a déposé. Qu'est-ce qu'on a déposé? Il faut imaginer, dans votre tête, là, il faut imaginer ce que c'est. C'est-à-dire qu'on voit, c'est globalement de la boue. C'est-à-dire, vous êtes dans un milieu où il y a quasiment que des argiles et des siltes. Donc, vous êtes dans une zone où c'est que de la boue. Et de temps en temps, il y a alors, sur le premier, il y a quelques petits grains. Alors, je ne sais pas ce que c'est, des petits morceaux de coquille ou des petits grains de sable, j'en sais rien. Et là, vous avez quelques débris de coquille. Vous avez un petit peu plus de débris de coquille. Donc là, clairement, pour avoir déposé des si grandes quantités de silt et d'argile, vous êtes dans un milieu qui est très très peu agité. Donc ça veut dire que vous êtes dans un milieu. On pourrait très bien imaginer que vous êtes au large de la côte, donc au fond de la mer, et vous avez du coup uniquement, vous êtes avec des boues, des argiles qui se déposent. Alors que là, vous voyez bien que la boue, il y en a quasiment, là il y en a pas, et là il y en a quasiment pas. Donc là, vous êtes dans un milieu qui est beaucoup plus agité, beaucoup plus énergétique, pour justement empêcher les argiles et les siltes de se déposer. Alors ensuite, de nouvelles roches carbonatées, donc là qui étaient beaucoup plus dures, qui sont plus dures à identifier. Donc ici, en fait, on avait des grains, mais des grains un peu particuliers, puisque les grains, ils ont une coloration noire et non pas une coloration claire comme dans les autres images. Et entre ces grains, on a quelque chose qui apparaît un peu plus marron, un fond un peu plus marron, qui est du coup une micrite très discrète. Et puis ensuite, on a en fait une roche qui contenait des pores dans lequel justement est venu sédimenter, est venu se former une sparite, donc un ciment, lors de la diagénèse. Donc là, si on prend notre classification, dans cette classification, on voit bien qu'on a des grains, en fin de compte. Si vous prenez les grains noirs, on les voit, ils sont à touche-touche les uns des autres. Mais on a la présence, pas que de ciment, mais la présence d'une boue. Donc, ça veut dire qu'ils sont jointifs, mais comme il y a la présence de boue, ça veut dire que c'est forcément pas un grandstone. Et donc, du coup, on a affaire à un packstone. Ici, par contre, on a les grains qui apparaissent en blanc et aussi d'ailleurs en noir. On a d'ailleurs des fractures dans ma roche sédimentaire dans lequel est venu aussi cristalliser du coup un ciment. On n'a quasiment pas de micrite, donc là on a affaire à un grandstone.
Donc là, donc ça veut dire qu'entre les deux, bah, toujours pareil, ici, comme il y a un tout petit peu de boue par rapport à ici, bah, ça veut dire que là, le milieu, il est un peu moins agité que dans le grindstone où le milieu est plus agité. Alors ici, un nouveau calcaire avec cette fois-ci encore quelque chose d'assez caractéristique, c'est ce qu'on appelle les anthroques. Donc les anthroques, en fait, ce sont des tiges, d'un squelette en fait d'un organisme, d'un exosquelette d'un organisme marin, qu'on appelle les crinoïdes. Donc là, vous avez un exemple de crinoïde. Donc il ne s'agit pas d'une plante du tout. C'est un organisme qui est filtreur avec cette espèce de panache ici. Et en fait, son organisme est constitué d'un exosquelette qui sont constitués d'unités qu'on appelle les anthroques. Et donc, quand il meurt, et ben, ces anthroques tombent et s'accumulent au fond. Donc, débris de tiges ou de bras de crinoïdes. Donc là, ce sont les bras que vous voyez. Et ici, vous avez la tige. Et ben, reconnaissable parfois avec une symétrie d'ordre 5 caractéristique des échinodermes. Vous pensez aux étoiles de mer qui ont toujours une symétrie radiaire 5. Et avec un canal central. Alors, le canal central, on peut l'observer de temps en temps. Regardez, il y en a un là, où là, on voit bien que ça, c'est une coupe longitudinale. Donc, on le voit, il passe au niveau de ce segment, de cet anthroque. Et en fait, ces crinoïdes, bah, ils vivent actuellement dans des milieux qui sont marins, ouverts, donc au large, et vraiment plutôt calmes, en tout cas sous l'action des vagues, c'est-à-dire sous l'action d'agitation de vagues qui les casseraient. Et donc ici, bah, si je regarde ma roche, bah, j'obtiens des éléments alors qu'ils font, là on est quand même à la limite, c'est-à-dire qu'ils font 1 à 2 mm, donc on est quasiment à plus de 10% des éléments qui feraient plus de 2 mm, donc du coup on serait à la limite de l'utilisation de cette classification, mais il faudrait passer à celle-ci quand on a plus de 10%. Donc là on est à la limite. Et on voit qu'on a des grains qui sont du coup des anthroques qui sont pas jointifs et qui sont compris, enfin qui sont séparés par une boue, une micrite, une matrice. Donc ici on est dans un type waxstone puisque nos anthroques, nos grains, ils font plus de 10% du volume de la roche. Néanmoins, on est à la limite, comme les grains sont quand même assez gros, on est à la limite de floatstone, de ce type-là, de floatstone. Alors, ici, ben, je retrouve mes anthroques. Alors, je les reconnais, ils sont plus difficiles à avoir, mais ils étaient légendés. On voit ici le canal central de ces anthroques. Là, on en voit un autre, là, on en voit un autre. Et puis, entre ces grains, ben, on voit des cristaux qui sont au contour plus irrégulier, qui ont d'ailleurs des couleurs un peu plus vives. Donc, c'est du ciment, c'est de l'asparite. Donc là, en fait, on a des anthroques qui sont cimentés, entièrement cimentés. Il n'y a pas de boue. Donc, il s'agit d'un grindstone à anthroque de crinoïdes. Alors, un autre groupe aussi caractéristique qu'on peut trouver, donc on a vu les mollusques, on a vu du coup les crinoïdes, mais on a aussi les brachiopodes. Donc, les brachiopodes, ça ressemble à des mollusques, mais ce ne sont pas des mollusques. C'est un groupe un peu à part, un groupe un peu fossile, entre guillemets, des organismes qui sont apparus au Cambrien, donc il y a très très longtemps, au début de l'ère primaire, et qui vivent encore actuellement. C'est des milieux de dépôt, alors c'est des organismes ubiquistes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vivre dans énormément de milieux, mais généralement ils caractérisent plutôt des milieux ouverts, c'est-à-dire au large, et leurs coquilles résistent très bien et supportent très bien le transport. Donc là, bah, vous aviez justement des fragments de coquilles de brachiopodes et qui sont séparés par beaucoup de boue. Donc ici, on a des grains qui sont non jointifs, qui représentent quand même plus de 10%. Donc on était à Walkenstone, à coquille à brachiopodes. Donc là, on est dans un milieu, bah, pareil, pour déposer beaucoup de boue, autant de boue, c'est qu'on est dans un milieu beaucoup moins agité,
hein, largement moins agité que Grindstone de tout à l'heure, où là, il y a pas de boue. Hein. Et ici, par contre, on est dans un milieu beaucoup plus calme, puisqu'on a la présence de boue déposée. Ici, Mudstone et Wakenstone à carapace de trilobites. Donc, les trilobites, c'est des arthropodes fossiles qui ont vécu à l'heure primaire. Et donc, le milieu de dépôt est un milieu marin aussi très ouvert. Hein. Et donc là, pareil, je vais pas revenir, mais là, on a des morceaux de carapace de trilobites. Bon, dans les deux cas, ils sont pas jointifs, hein, nos grains, hein, nos morceaux de carapace. Par contre, ici, le volume est moins important des grains. Si je reconstitue les volumes, je serais peut-être en dessous de 10%. Hein. Je suis un peu limite quand même, donc c'est du Mudstone, alors qu'ici, j'ai plus de 10%, donc je suis à Wakenstone. Et enfin, le dernier, ici, eh ben, j'ai affaire à des coquilles. Hein, donc ici, vous aviez des coquilles, des grains qui sont des coquilles, hein, des morceaux de coquilles. Et entre les deux, ben, on voit bien qu'on n'a que des cristaux, hein, qui ont été cristallisés. Hein, il ne s'agit pas d'une boue, hein, pas de nitrite, donc on n'a que de l'asparite. Donc là, on a affaire de nouveau à Grindstone, à coquilles de mollusques. Donc pareil, un milieu là beaucoup plus agité, puisqu'il n'y a pas du tout de boue qui s'est déposée. Hein, en tout cas, beaucoup plus agité. Hein, beaucoup moins calme que les deux milieux ici, où là, on a que de la boue, hein, et du coup, pas de sparite, hein, pas de cime. Est-ce qu'il y a des questions sur ces classifications? Alors, le dernier document que vous aviez, hein, c'est un document d'une clé de détermination. Alors, cette clé de détermination, on la reprendra, parce qu'elle nous permettra justement de voir du coup les roches sédimentaires qui sont au programme. Donc, on reprendra ça du coup en septembre, hein, quand on verra du coup les 8 échantillons des roches au programme. Alors, pour aujourd'hui, bon, je voulais corriger le DS, mais tant pis, je le corrigerai demain. J'ai pas fini de corriger du coup le DS, donc je vais continuer. J'espère vous rendre. Bon, je suis pas sûr de rendre ce soir. J'aimerais bien, mais ce sera sûrement demain.